Bienvenue à tous pour une plongée fascinante au cœur de votre cerveau. On dit souvent que tout ce qui est psychologique est biologique, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Absolument. Préparez-vous à découvrir comment la chimie de notre corps, et plus précisément nos systèmes nerveux et endocriniens, Oui, façonnent notre expérience du monde. Accrochez-vous, ça promet d'être captivant. On s'imagine souvent l'esprit comme quelque chose de très abstrait. Mais en réalité, tout est ancré dans notre biologie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action trouve son origine dans le balai complexe de nos cellules. Et pour commencer notre exploration, on va zoomer sur l'acteur principal de cette pièce, le neurone. ah oui, Vous en avez des milliards dans votre cerveau, et chacun d'eux est une véritable merveille de la nature. c'est vrai, le neurone, c'est un peu comme la brique élémentaire de notre système nerveux. Et ce qui le rend si spécial, c'est sa capacité à communiquer de manière électrochimique. Électrochimique, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois des signaux électriques et chimiques. Exactement. Imaginez un réseau électrique ultra sophistiqué, où chaque fil est capable de libérer des messagers chimiques pour transmettre des informations. C'est un peu l'image qu'on peut se faire du fonctionnement des neurones. Alors, si on compare le neurone à une sorte de centrale électrique miniature, quelles sont ses différentes parties? Eh bien, comme toute cellule, le neurone possède un noyau de l'ADN, etc. Mais ce qui le distingue, ce sont ses structures spécialisées, le soma, les dendrites et l'axone. Le soma, c'est un peu le centre de contrôle du neurone, celui qui gère son métabolisme et assure son bon fonctionnement. Et les dendrites, ces petites branches qui partent du soma, quel est leur rôle dans tout ça? Les dendrites, ce sont les antennes du neurone. Elles captent les signaux provenant d'autres neurones et les transmettent au soma. Imaginez-les comme de minuscules récepteurs qui écoutent attentivement les messages de leurs voisins. Donc, si les dendrites sont les oreilles, l'axone serait plutôt la bouche du neurone. C'est une excellente analogie. L'axone est un long prolongement qui part du soma et qui transmet l'influx nerveux, un signal électrique vers d'autres neurones des muscles ou des glandes. Et j'ai entendu dire que certains axones pouvaient être incroyablement longs. Oui, absolument. Certains neurones de votre cerveau mesurent à peine quelques millimètres, tandis que d'autres s'étendent sur toute la longueur de votre jambe, voire plus. Imaginez un seul neurone qui part de votre cerveau et descend jusqu'à votre pied. C'est assez incroyable, non? C'est vraiment fascinant. Et en parlant de longueur, j'ai lu quelque part que certains dinosaures avaient des neurones de plus de 45 mètres de long. Difficile d'imaginer la vitesse à laquelle les signaux devaient voyager dans ces cas-là. C'est vrai. Et pour protéger et accélérer la transmission de ces signaux, l'axone est souvent recouvert d'une gaine de myéline. On peut la comparer à l'isolant autour d'un fil électrique. Elle permet d'éviter les courts-circuits et d'augmenter la vitesse de propagation du signal. D'accord, donc la myéline est essentielle pour un bon fonctionnement du système nerveux. Tout à fait. Mais que se passe-t-il quand cette gaine est endommagée? Malheureusement, des problèmes peuvent survenir lorsque la myéline est endommagée, comme c'est le cas dans la sclérose en plaques. La transmission des signaux nerveux est alors perturbée, ce qui peut entraîner des troubles de la motricité, de la sensibilité, de la vision, etc. C'est vraiment terrible. Oui, Mais revenons à notre neurone. Comment se passe la communication entre deux neurones? Ils ne se touchent pas vraiment si. c'est exact. Il existe un minuscule espace entre deux neurones appelé la fente synaptique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ah oui, ils dispensent plus. Eh bien, quand le signal électrique arrive au bout de l'axone, il déclenche la libération de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs dans la fente synaptique. C'est donc un peu comme un relais. Le signal électrique se transforme en signal chimique pour traverser la fente synaptique. Précisément, ces neurotransmetteurs se fixent ensuite sur des récepteurs spécifiques situés sur la dendrite du neurone, suivant un peu comme une clé qui entre dans une serrure. Et cette liaison déclenche un nouveau signal électrique dans le neurone récepteur. Donc c'est une véritable danse électrochimique qui se joue entre les neurones. Exactement. Et après avoir transmis leur message, les neurotransmetteurs sont rapidement recapturés par le neurone émetteur ou dégradés par des enzymes. D'accord. C'est un processus très rapide et très précis qui permet de contrôler la transmission de l'influx nerveux. C'est incroyablement complexe et ces neurotransmetteurs, ils jouent tout le même rôle. Pas du tout. Il existe une grande variété de neurotransmetteurs, chacun ayant sa propre fonction. Certains sont excitateurs, c'est-à-dire qu'ils stimulent l'activité des neurones, tandis que d'autres sont inhibiteurs, ils la diminuent. Et c'est cet équilibre entre excitation et inhibition qui permet un fonctionnement harmonieux du système nerveux. Je vois. Et parmi ces nombreux neurotransmetteurs, y en a-t-il des plus connus que d'autres? Bien sûr. Par exemple, la dopamine est souvent associée au plaisir et à la motivation. Elle joue un rôle clé dans les circuits de la récompense, Oui. ceux qui nous procurent une sensation de satisfaction lorsqu'on atteint un objectif ou qu'on vit une expérience agréable. Ah, la fameuse dopamine. On en entend beaucoup parler.
Et d'autres exemples. Eh bien, il y a la sérotonine, qui est impliquée dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit, etc. Un déséquilibre dans les niveaux de sérotonine est souvent associé à des troubles comme la dépression ou l'anxiété. Donc si je comprends bien, les neurotransmetteurs sont un peu les messagers chimiques de notre cerveau. Ils transportent des informations d'un neurone à l'autre et influencent notre fonctionnement mental et physique. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on découvre chaque jour de nouvelles choses sur le rôle de ces neurotransmetteurs dans des processus complexes comme la mémoire, l'apprentissage, les émotions, la prise de décision, etc. C'est vraiment passionnant. Mais les neurotransmetteurs ne sont pas les seuls acteurs de notre système de communication interne. Il y a aussi les hormones, n'est-ce pas? Tout à fait. Les hormones sont un autre type de messager chimique. Oui. Mais au lieu de voyager de neurone à neurone, elles circulent dans le sang et peuvent agir sur des organes et des tissus situés à distance. D'accord. On dirait que notre corps est un véritable réseau de communication ultra sophistiqué. Mais j'imagine que les hormones et les neurotransmetteurs ont des rôles différents, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la prochaine partie de notre plongée au cœur du cerveau. On va découvrir le monde fascinant des hormones, ces messagers chimiques, qui influencent notre humeur, notre sommeil, notre métabolisme et bien plus encore. Alors, chers auditeurs, restez à l'écoute pour la suite de notre exploration. On vous promet de nouvelles découvertes captivantes. On a vu comment les neurones communiquent entre eux grâce aux neurotransmetteurs. Oui. Ces messagers chimiques ultra rapides. Maintenant, plongeons dans l'univers des hormones. Ah oui, les hormones, elles ont la réputation d'être de puissants messagers chimiques capables d'influencer nos émotions, notre énergie et même nos comportements. Mhm. Mais quelle est la différence entre un neurotransmetteur et une hormone? C'est une excellente question. Il y a des similitudes, bien sûr. Les deux sont des messagers chimiques qui agissent sur des récepteurs spécifiques. D'accord. La grande différence, c'est leur mode de transport. Les neurotransmetteurs agissent localement dans la fente synaptique entre deux neurones. Oui. Les hormones, elles voyagent par le sang et peuvent agir sur les cellules situées à distance. Donc si je comprends bien, les neurotransmetteurs, c'est un peu comme un message envoyé par texto instantané et ciblé. Oui, Tandis que les hormones, c'est plutôt une lettre envoyée par la poste, ça prend plus de temps, mais l'impact peut être plus large. exactement. L'effet d'une hormone peut durer des heures, voire des jours, Ah. alors qu'un neurotransmetteur agit en quelques millisecondes. Et cette différence de temporalité explique en partie la diversité de leurs effets. D'accord. Et justement, en parlant d'effets, quelles sont les fonctions principales des hormones dans notre organisme? Oh, les hormones jouent un rôle dans une multitude de processus. La croissance, le développement, la reproduction, le métabolisme, l'humeur, le sommeil, la réponse au stress. Ouf. En bref, elles orchestrent le fonctionnement harmonieux de notre corps et nous permettent de nous adapter aux changements de notre environnement. Waouh. C'est impressionnant. Yeah. On peut dire que les hormones sont un peu les chefs d'orchestre de notre symphonie intérieure, Oui. mais qui sont les musiciens de cet orchestre. Oui. D'où viennent ces hormones? Eh bien, les hormones sont produites par des glandes endocrines, un réseau d'organes répartis dans tout le corps. Chaque glande a sa spécialité et sécrète des hormones spécifiques. Par exemple? Prenons l'exemple des glandes surrénales situées juste au-dessus des reins. Oui? Elles produisent l'adrénaline, l'hormone du stress par excellence. Ah oui, l'adrénaline. Celle qui nous donne un coup de fouet quand on est face à un danger. Exactement. Imaginez, vous marchez tranquillement dans la rue et soudain une voiture surgit de nulle part. Oh là là. Votre cerveau perçoit le danger et envoie un signal aux glandes surrénales qui libèrent instantanément de l'adrénaline dans le sang. Et là, c'est la panique. Le cœur s'emballe, on respire plus vite. On a des sueurs froides. Pas forcément la panique, mais une réaction physiologique intense qui prépare votre corps à réagir rapidement, soit en fuyant le danger, soit en l'affrontant. C'est ce qu'on appelle la réaction de combat ou fuite, un mécanisme de survie essentiel. C'est fascinant. Et une fois le danger passé, l'adrénaline disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Oui, les niveaux d'adrénaline diminuent progressivement, permettant au corps de retrouver son état de calme. Mais d'autres hormones entrent alors en jeu pour gérer le stress post-traumatique et aider l'organisme à récupérer. D'accord. Et quelles sont les autres glandes endocrines importantes? Il y a le pancréas qui produit l'insuline et le glucagon, deux hormones essentielles pour réguler le taux de sucre dans le sang. L'insuline permet aux cellules d'absorber le glucose provenant de l'alimentation, tandis que le glucagon libère le glucose stocké dans le foie lorsque le niveau de sucre dans le sang est trop bas. Donc le pancréas joue un rôle crucial dans notre équilibre énergétique. Absolument. Et puis il y a la thyroïde située à la base du cou.
Oui. qui sécrètent des hormones thyroïdiennes. Ces hormones régulent le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont notre corps utilise l'énergie. Ah oui, on entend souvent parler de la thyroïde. Un dysfonctionnement de la thyroïde peut entraîner des problèmes de poids, de fatigue, de frilosité. C'est exact. La thyroïde est une glande essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et puis, il ne faut pas oublier les glandes sexuelles. Les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Ah oui, les hormones sexuelles, la testostérone, les oestrogènes, Tout à fait. elles sont responsables du Oh là, développement il ne sexuel, pouvait pas. mais aussi de notre libido et notre comportement reproducteur. Tout à fait. Et saviez-vous que certaines hormones sexuelles sont aussi produites en petite quantité par les glandes surrénales chez les hommes, comme chez les femmes? Non, je ne savais pas. C'est intéressant. Donc on a un véritable réseau de glandes endocrines qui travaillent de concert pour réguler notre physiologie. Oui. Mais y a-t-il une glande qui chapeaute toutes les autres? Un chef d'orchestre en quelque sorte. Oui, absolument. Et c'est là qu'entre en scène l'hypophyse, Hmm. une petite glande située à la base du cerveau. L'hypophyse. Dites-moi plus. Malgré sa petite taille, elle est à peine plus grosse qu'un petit pois. L'hypophyse est considérée comme la glande maîtresse du système endocrinien. Ah oui? Elle sécrète des hormones qui contrôlent la production d'hormones par de nombreuses autres glandes. C'est incroyable. Hmm. Une si petite glande qui a un pouvoir aussi grand. Oui, c'est vraiment fascinant. Par exemple, l'hypophyse produit l'hormone de croissance qui stimule la croissance des os et des tissus pendant l'enfance et l'adolescence. Elle produit également la prolactine, l'hormone qui déclenche la production de lait maternel après l'accouchement. Waouh. C'est une véritable tour de contrôle hormonal. Et ce n'est pas tout. L'hypophyse sécrète aussi des hormones qui contrôlent la fonction thyroïdienne, la fonction surrénalienne, la fonction des glandes sexuelles. Donc l'hypophyse est un peu le chef d'orchestre du système endocrinien, mais elle-même est contrôlée par une autre structure du cerveau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'hypophyse est étroitement liée à l'hypothalamus, une région du cerveau qui joue un rôle clé dans la régulation de nombreuses fonctions vitales, comme la température corporelle, la faim, la soif, le sommeil. C'est une véritable symphonie neuro-hormonale. Absolument. L'hypothalamus reçoit des informations en provenance du cerveau et du corps, et il les utilise pour ajuster la production d'hormones par l'hypophyse. C'est un système d'une complexité incroyable. Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Mais je pense que vous commencez à comprendre comment le système nerveux et le système endocrinien travaillent en étroite collaboration pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Oui, c'est vraiment fascinant. On a vu comment les neurones communiquent entre eux grâce aux neurotransmetteurs et comment les hormones produites par les glandes endocrines circulent dans le sang pour réguler une multitude de fonctions. C'est ça. Mais comment tout cela s'articule-t-il concrètement dans notre vie quotidienne? Comment ces systèmes interagissent-ils pour nous permettre de percevoir le monde, de ressentir des émotions, de prendre des décisions? Excellente question. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la dernière partie de notre plongée au cœur du cerveau. On va voir comment le système nerveux et le système endocrinien orchestrent nos réactions face aux défis de la vie et comment cette interaction façonne notre expérience du monde. Alors, chers auditeurs, restez à l'écoute pour la suite de notre exploration. On vous attend pour le dernier acte de cette fascinante symphonie biologique. On a vu comment les neurones et les hormones s'activent pour orchestrer nos réactions face au danger. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est juste des marionnettes, contrôlées dans notre biologie? Où se situe notre libre arbitre dans tout ça? Ah, la grande question du libre arbitre. C'est un débat fascinant qui oppose souvent les neurosciences et la philosophie. D'un côté, on a des preuves irréfutables que notre biologie influence nos pensées, nos émotions et nos comportements. Oui. Mais d'un autre côté, on a tout le sentiment d'être libre de nos choix, de pouvoir décider de nos actions. C'est vrai, on a tous l'impression de pouvoir choisir de manger une salade plutôt qu'un gâteau au chocolat, par exemple. Oui. Mais si notre cerveau est câblé pour privilégier les récompenses immédiates, est-ce qu'on a vraiment le contrôle? C'est là que les choses se compliquent. Imaginez votre cerveau comme un immense réseau de connexions neuronales, façonné par vos gènes, votre environnement et vos expériences passées. Ce réseau influence vos préférences, vos habitudes, vos réactions automatiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il vous dicte chaque décision. Donc on a une marge de manœuvre. On peut apprendre à résister à nos impulsions et à prendre des décisions plus conscientes. Absolument. Le cerveau est un organe incroyablement plastique, capable de se modifier tout au long de la vie. Grâce à l'apprentissage, à l'introspection, à la pratique de la méditation, on peut développer notre capacité à réguler nos émotions, à prendre du recul par rapport à nos pensées automatiques et à faire des choix plus alignés avec nos valeurs. C'est rassurant. On n'est pas condamné à être des esclaves de notre biologie. Mais comment savoir dans quelle mesure nos actions sont dictées par notre cerveau et dans quelle mesure elles sont le fruit de notre libre arbitre? C'est une question difficile. Il n'y a pas de réponse simple.
Ce qui est certain, c'est que l'interaction entre le système nerveux et le système endocrinien est extrêmement complexe et qu'elle influence tous les aspects de notre être. Nos perceptions sensorielles, nos émotions, nos pensées, nos comportements, tout est le fruit de cette collaboration intime entre le cerveau et le corps. D'accord. On commence à entrevoir la complexité fascinante de cette interaction. Mais concrètement, comment ça se traduit dans notre vie de tous les jours? Prenons l'exemple du stress. Face à une situation stressante comme un examen important ou une prise de parole en public, Ah oui. notre cerveau perçoit la menace et active une cascade de réactions physiologiques. L'hypothalamus envoie un signal à l'hypophyse qui, à son tour, stimule les glandes surrénales pour libérer de l'adrénaline et du cortisol. Ah oui, les hormones du stress. L'adrénaline nous donne un coup de fouet énergétique, tandis que le cortisol nous aide à gérer le stress sur le long terme. Exactement. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque, la respiration, la tension artérielle et préparent notre corps à réagir. En même temps, le cerveau analyse la situation et évalue les options possibles. Fuir, combattre ou rester figé. Et c'est là que notre libre arbitre entre en jeu. On peut choisir de prendre la fuite, de faire face à la situation, ou de tenter de la gérer de manière plus constructive. C'est l'idée. Même si notre biologie nous pousse à réagir de manière instinctive, Oui. on peut apprendre à développer des stratégies pour gérer le stress de manière plus saine. La respiration profonde, la méditation, la pratique d'un sport, le soutien social, autant d'outils qui nous permettent de moduler notre réponse physiologique et de prendre des décisions plus éclairées. C'est incroyable de voir comment la compréhension de notre biologie peut nous aider à mieux vivre. On n'est pas juste des passagers de notre propre corps. On peut apprendre à être aux commandes. Exactement. Et plus on explore les mystères du cerveau et du corps, plus on découvre des possibilités fascinantes pour améliorer notre bien-être et notre qualité de vie. Alors, chers auditeurs, on espère que cette plongée au cœur de votre cerveau vous a permis de mieux comprendre l'incroyable symphonie biologique qui se joue en chacun de nous. Oui. On a vu comment les neurotransmetteurs, les hormones et les glandes orchestrent nos perceptions, nos émotions, nos pensées et nos actions. Et on a découvert que même si notre biologie nous influence profondément, on a une marge de manœuvre pour développer notre libre arbitre et vivre une vie plus consciente et plus épanouie. Tout à fait. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On vous donne rendez-vous pour une prochaine plongée dans les mystères de la science et de la connaissance.